Ce que les blessures laissent au fond des yeux. On en apprend tous les jours. Mais il y a une chose que je sais bien à force. Quand on est dans le besoin, qu'on a des ennuis ou de la misère, c'est aux pauvres gens qu'il faut s'adresser. C'est eux qui vous viendront en aide. Eux seuls. John Steinbeck. Les raisins de la colère. 1938. La fatigue alourdit son pas. Les sacs de provisions martyrisent ses bras. Chaque marche est une nouvelle épreuve. L'escalier est étroit, carrelage explosé, murs décrépits et tagués, odeur tenace de moisissure. Bienvenue à la maison. Delphine habite au 4e sans ascenseur, et en cet instant, elle a l'impression d'avoir fêté ses 80 ans la veille. En passant sur le palier du 3e, elle entend qu'il y a chanté dans sa cuisine. Comme toujours, cette voix lui donne du courage. Enfin arrivée à destination, Delphine souffle un bon coup. À peine rentrée, elle range les courses, puis jette son uniforme de travail dans le bac à linge sale, ses fringues qui l'insupportent et puent le graillon à des kilomètres. Tout comme ses cheveux d'ailleurs. Après une longue douche et 2 shampoings successifs, Delphine attend. Un peu nerveuse, elle consulte sa montre toutes les 2 minutes. Sera-t-il en retard? Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes. À 15 heures passées de 3 minutes, il frappe à la porte. Delphine lui ouvre, armée d'un sourire maladroit, légèrement crispé. « Bonjour », dit Laurent. « Bonjour. Entre. » Elle referme derrière lui. « On dirait que le printemps n'est pas pressé d'arriver, » soupire Laurent. « On dirait, oui. » Il enlève son blouson, le pose sur le dossier d'une chaise en veillant à ne pas le froisser. Delphine le regarde faire, habituée à ses petites manies. Toujours à l'heure, toujours tiré à 4 épingles, les cheveux toujours coupés à la même longueur. « Tu veux un café ?» propose-t-elle. « Non, ça ira, merci. » Elle se dirige vers la chambre. Il la suit. Elle contemple le lit, songeant qu'il faudra changer les draps lorsqu'il sera parti. Chaque mercredi, il faut changer les draps. Malédiction hebdomadaire. « Comment va ton fils ?» s'enquiert Laurent. « Bien, merci. Il était stressé ce matin. Contrôle de maths. Il va bien s'en tirer, j'en suis sûre. » Tandis qu'elle se déshabille, Laurent la dévore des yeux. Il la trouve jolie, même si elle fait un peu plus que son âge. Elle n'a que 34 ans, en paraît 40. La misère, la précarité, les angoisses. Le chagrin aussi, sans doute. Tout ce qui vous aide à vieillir. Tout ce qui vous pousse doucement vers la tombe. Un pas, chaque jour. Elle ne porte plus que ses sous-vêtements lorsqu'il s'approche. Il pose ses mains sur les épaules de la jeune femme, remonte le long de son cou. Puis sa poigne se serre autour de sa gorge fragile. Elle ne se débat pas, ne résiste pas. Elle accepte. Il la pousse violemment, elle s'effondre sur le lit. Dans le tiroir de la table de chevet, il récupère une sorte de collier, un de ceux qu'un humain pourrait passer à un chien, en faux cuir noir, orné de clous argentés. Il s'agenouille sur le grand lit, serre le carcan autour du cou de Delphine. Elle voit germer l'étincelle dans ses yeux. Ce rictus sadique qui déforme sa bouche et son visage, déjà ingrat. Avec brutalité, il lui arrache ses sous-vêtements avant de lui attacher les poignets dans le dos. Ensuite, ce sont les insultes. La rabaisser, la traiter de tout, de moins que rien. C'est le jeu. Delphine en connaît les règles. Elle doit s'y plier. L'appeler maître, le supplier, l'admirer, lui lécher les pieds. Se faire baiser par un malade, faire semblant d'aimer ça, en redemander même, encore et encore. C'est le contrat. Le prix à payer. 1 heure plus tard, Delphine se rhabille. Quelques hématomes sur le corps. Rien de grave. Personne ne les verra. Laurent sort de la douche,
puis se rhabille à son tour. Ils sont silencieux. Il est soulagé. Il repasse dans le salon, où Delphine récupère une enveloppe dans le tiroir du bahut. Elle aime bien son bahut. Déniché dans une brocante, il a tout de suite trouvé sa place dans son living. Elle pose l'enveloppe sur la table. Laurent s'en empare. « Merci », dit-il. Il l'ouvre, en sort quelques billets. 200 €, le compte est bon. Il empoche le fric, remet son blouson, arrange le col et passe une main dans ses cheveux. « Parfait. À mercredi prochain. » « À mercredi prochain », acquiesce Delphine. Il repart sans ajouter un mot et la jeune femme se traîne jusqu'à la salle de bain. Nouvelle douche, qui dure plus longtemps que la première. Quelques larmes sur son visage. Rien de grave. Personne ne les verra. Personne. Non. Elle n'a que 16 ans, mais déjà elle l'attend. Elle la supplie de venir la délivrer de ce fardeau qu'on appelle la vie. La mort sera plus clémente, espère-t-elle. Mourir avec ses souvenirs. Succomber à ses souvenirs. Oublier ce qu'on a traversé, encaissé. Oublier qu'on a vécu serait le mieux. Elle n'a que 16 ans, et déjà a décidé de partir, sans savoir quel chemin emprunter. De toute façon, le chemin, elle ne l'a jamais trouvé. Rien que des impasses, des coupes-gorges, des cul-de-sac, des abîmes sans fond. Ce n'est pas moi qui veux la mort, c'est la vie qui ne veut pas de moi, se répète-t-elle. Delphine, 16 ans, se tient debout, face au vent. Ses mains serrent le haut de cette rambarde métallique, ses yeux suivent le flot incessant des voitures qui foulent le bitume. Faire le saut de l'ange. Voler un instant avant de s'écraser 5 mètres plus bas. Peut-être que des ailes pousseront dans mon dos avant que je ne touche le sol. Peut-être que Dieu m'enverra un ange, comme un parachute. Delphine sait bien que non. Que Dieu et les anges n'existent pas, et que son corps se brisera sur l'asphalte dans quelques secondes. Ce corps dont elle ne veut plus. Elle songe qu'un conducteur, horrifié, freinera à mort pour l'éviter avant de lui rouler finalement dessus, à moins qu'elle n'explose un pare-brise en tombant. Elle veut se tuer, mais ne veut pas blesser quiconque, surtout pas un innocent. Alors, elle attend le moment propice. La lettre d'adieu est dans sa poche. Cette lettre où elle explique tout. Quelques lignes qui relatent l'horreur. Ce qu'elle a subi. Ce qu'elle a tué pendant des années. Delphine a écrit la vérité. Celle qu'elle n'a jamais réussi à dire, enfin si, à sa mère, mais sa mère, sa propre mère, a refusé de la croire. Paupières closes, Delphine sent le vide l'appeler de toutes ses forces, la mort ouvrir ses bras. Les larmes coulent sur son visage, ses poings se serrent. Plus que quelques secondes, et elle pourra enfin tout oublier. Plus que quelques secondes et Dieu ou la Providence lui envoie un ange. Il vient près d'elle, pose une main sur son bras. Douce brûlure qui l'arrache à la mort. Il aurait pu passer sans se préoccuper d'elle, mais il s'est arrêté. Parce qu'il a deviné, sans doute. Quand leurs regards se croisent, Delphine sait qu'il n'est pas là par hasard. Qu'il est là pour elle. Qu'il est né pour la rencontrer, la sauver. Dès les premières secondes, elle sait que rien, ni personne ne pourra jamais les séparer. Delphine finit de se sécher les cheveux, puis descend d'un étage. Elle frappe à la porte et entre sans attendre la moindre réponse. L'appartement de Kilia est un studio délabré, une pièce à vivre, ou plutôt une pièce à survivre, avec un coin cuisine flanqué d'un évier où l'émail a disparu depuis longtemps, une gazinière bancale et un petit frigo trouvé dans la rue. Sur les murs, la vieille peinture s'écaille, tandis que la moisissure dévore le plafond. Partout, des étagères où s'amoncellent vêtements et provisions. Les ustensiles de cuisine sont posés à même le sol, près du matelas. On appelle ça un taudis, et pourtant, tout est propre et rangé. Parce que Kilia est une magicienne. « Salut !»« Salut, ma belle !» répond Kilia avec un large sourire. Kilia sourit tout le temps, comme pour conjurer le mauvais sort, parce que sa vie est à pleurer sans doute. Sur le matelas, la petite Aïssata s'amuse avec une peluche qui a perdu ses yeux.
Difficile de dire s'il s'agit d'un ours ou d'un chat, mais sans doute a-t-il de la chance d'être aveugle. Aïssata a 14 mois. Alors que Kilia était enceinte, son mari est reparti au pays épouser une autre femme. Dans ses maigres bagages, il a emporté Osman et Yassir, leurs 2 fils. Il a abandonné sa femme et sa fille, ne leur a rien laissé. Alors Kilia travaille toutes les nuits, laissant Aïssata sous la garde d'Ayo, une vieille dame vivant au premier. Kilia n'a plus de papier en règle, aucun salaire déclaré. Il ne lui reste que son courage de mère et son sourire de femme. Dubois est venu ? Interroge Delphine. Oui, il est venu. Je lui ai dit que le loyer c'était demain, pas aujourd'hui. Alors il est reparti. J'avais l'argent, mais l'heure, c'est l'heure. Kilia éclate de rire. Delphine aussi. Tu as bien fait, dit-elle. Mais il reviendra demain, ajoute l'Africaine dans un soupir. Ah, ça tu peux en être sûre. Elle remonte ses manches, attaque la vaisselle. Laisse donc ça, s'offusque Kilia. Delphine ne l'écoute pas et continue à laver les casseroles. Sur la gazinière, une grosse cocotte où mijote le dîner. Bizarrement, Kilia persiste à faire à manger pour toute une famille, comme si ses 2 fils et son mari allaient passer la porte d'un instant à l'autre, comme s'ils étaient partis faire une course à l'angle de la rue. Du coup, ces derniers temps, elle a pris un peu de poids, ce qui la rend plus belle encore. Ça sent bon, c'est quoi ? Demande Delphine. Du boroquet. T'en veux pour ce soir ? Oh oui. Kilia s'approche de Delphine et baisse d'un ton, comme si sa fille pouvait comprendre ses paroles. Et toi, il est venu te voir, le Laurent ? Chuchote-t-elle. Bah oui, soupire Delphine en attrapant un torchon propre sur la pile. Comme tous les mercredis que Dieu fait. Ton Dieu n'a rien à voir là-dedans, souligne Kilia. Je crois même que mon Dieu et le tien nous ont oubliés là, toi et moi. Elle tourne la tête vers Aïssata. Ses yeux s'emplissent de larmes. Et elle aussi, Dieu l'a oubliée. Delphine sent sa gorge se serrer et observe la petite fille à son tour. Ses gestes désordonnés, son regard un peu fixe, un peu loin. Elle ne parvient même pas à tenir assise. Elle ne sera jamais comme les autres, si toutefois elle arrive à grandir. Kilia a empoisonné son enfant sans le savoir, rien qu'en lui donnant le sein. Les toubibs vont l'aider, tu verras, murmure Delphine. Les toubibs, ils vont me l'enlever, répond Kilia, parce que je vis dans la pourriture, ou alors ils nous renverront à Mogadiscio. Qu'est-ce que je deviendrai ? J'ai été mariée, je ne vaux plus rien. Et puis je ne veux pas qu'Aïssata grandisse là-bas. Être une fille chez nous, c'est dur, tu sais, trop dur. C'est dans un dispensaire tenu par Médecins du Monde que Kilia a emmené sa fille. Le verdict est tombé, implacable. Saturnisme. Il faudrait qu'Aïssata aille à l'hôpital pour y subir un traitement, même si rien ne dit qu'il serait efficace. Mais l'hôpital, c'est risquer de tout perdre. Kilia sèche ses larmes et prend Aïssata dans ses bras. Allez, remonte, ordonne-t-elle. Ton fils va rentrer, je te porterai le boroquet tout à l'heure. Delphine dépose un baiser sur la joue de son amie avant de s'éclipser. Allongée près de lui, Delphine ne se lasse pas de le regarder. Son visage est détendu. Ses lèvres s'étirent dans un indéfinissable sourire. Elle croyait que son corps et son âme étaient perdus. Elle se trompait. Il a su la comprendre, l'apprivoiser. Il a commencé à panser ses plaies, pourtant si profondes, et Delphine a retrouvé le chemin de la vie. Avoir de nouveau des rêves, les construire, un à un, pas à pas. Apprendre à conjuguer le verbe aimer, jour après jour. C'est dire que l'homme qui s'endort doucement à ses côtés est le bon. Celui qui dessinera les contours de son existence, qui éclairera les zones d'ombre, comblera la moindre parcelle de vide. Se dire que même la mort ne peut rien contre ce qui les unit. Lorsqu'elle pénètre dans son appartement, Delphine prend le temps de le regarder, de l'admirer presque. Il est bien mieux que celui de Kilia. C'est le seul à avoir été rénové dans cet immeuble insalubre. Bien sûr, le loyer du 4e est plus cher que celui des autres étages, vraiment plus cher. Mais Théo ne pouvait grandir dans un taudis ou un foyer.
Alors sa mère paie le prix qu'il faut. Le prix pour qu'il ait sa chambre, son bureau, l'impression d'être un gamin comme les autres. Une partie du loyer est réglée en liquide, l'autre partie en nature. 1 heure de sexe par semaine, tarif imposé par Laurent Dubois, le propriétaire. 1 heure de relation sadomaso, tout ce qu'il n'ose pas infliger à son épouse. Ses désirs inavouables, sa perversité de bas étage. Elle se souvient de l'annonce trouvée sur un site internet. Loue appartement T3 contre service, 18e arrondissement, entièrement rénové, dernier étage, sans ascenseur. Petite terrasse, loggia, cuisine équipée, salle de bain avec baignoire. Naïve, Delphine pensait qu'il s'agissait de service et non de sévices. Elle croyait faire le ménage, garder des enfants, nettoyer les parties communes ou bien sortir les poubelles. Mais Laurent s'était montré direct dès la première visite. 1 heure de sexe par semaine permettrait de réduire le loyer de moitié. 1 heure de relation sadomaso permettrait de le réduire de 2/3. C'est tout à fait légal, vous savez. Vous me plaisez alors. Réfléchissez. Delphine venait d'être expulsée de son appartement. Et, dans sa situation, personne n'acceptait de lui louer une simple chambre de bonne. Quant à une HLM, la liste d'attente était longue. Interminable. Alors, Delphine n'avait pas réfléchi longtemps. C'était ça ou continuer à dormir dans la voiture. Elle aurait pu s'en contenter, mais ne voulait pas infliger ça à son fils de 10 ans. Bien sûr, aucun bail en bonne et due forme. Juste un contrat verbal. Delphine ne pourra jamais oublier le moment où elle a négocié le pire avec Laurent. Ce qu'il avait le droit de lui demander, de lui faire. Ce qu'elle a accepté, refusé. Ce moment qui reste comme une salissure que rien ne pourra effacer. Les premiers temps, elle vomissait ses tripes avant et après chaque rendez-vous. Aujourd'hui, ça lui arrive encore. Elle n'a pas la moindre attirance pour cet homme, mais parvient à se détacher de son corps lorsqu'il s'en empare. Elle se réfugie dans les bras d'un autre, celui qu'elle aime plus que tout, même s'il l'a abandonnée. Théo est assis sur son lit, dos à la porte, lorsque Delphine entre dans la chambre. Il a les écouteurs sur les oreilles, ne l'entend pas s'approcher. Alors elle le regarde. Il est tellement beau, il ressemble tellement à... Il a sa tablette entre les mains. Sans doute joue-t-il à l'un de ces jeux débiles. Delphine s'approche encore un peu et aperçoit soudain les images sur le petit écran tactile. Elle reconnaît les clichés anciens. Il a dû les numériser, les enregistrer. Au rythme de ses sanglots, Théo fait défiler les souvenirs, le passé. Lui et son père. Delphine adorait les photographier, les immortaliser. Théo fait défiler les jours heureux, ceux qu'on ne rattrape jamais. Lorsqu'il rejoint sa mère dans la cuisine, Théo a séché ses larmes. « Et ton contrôle de maths de ce matin, ça a marché ?» demande Delphine. « Tu ne m'as pas dit ?»« Bof, moyen. On mange quoi ce soir ?» À ce moment précis, on frappe discrètement à la porte. Kylia se tient sur le seuil, un grand plat en faïence entre les mains. « Merci, » lui dit Delphine en la faisant entrer. « Je t'offre à boire? Quelque chose de frais? » « J'ai laissé la petite toute seule, je dois redescendre. »« Tu veux que je la garde ce soir ?» propose soudain Delphine. « Non, je vais l'emmener à Ayo comme d'habitude. Ça lui fait de la compagnie, tu sais. » Les habitants de l'immeuble ignorent tout ou presque d'Ayo. Même son âge reste un mystère. Peut-être une 60aine d'années, peut-être plus. La seule chose dont Delphine est sûre, c'est qu'Ayo vient du Bénin. Certains disent qu'elle est une sorcière au dangereux pouvoir. Elle parle très bien le français, mais ses paroles restent rares. Delphine a droit à un bonjour chaque fois qu'elle la croise. Un bonjour et un sourire, rien de plus. Apparemment, elle est une nounou parfaite, et Kylia lui apporte à manger tous les jours en échange de ses services. Car Ayo n'a pas de quoi se nourrir, tout juste de quoi payer son loyer. C'est son fils qui passe, une fois par mois, lui donner de l'argent liquide. Les 300 € que ce marchand de sommeil réclame pour lui louer un studio plus petit encore que celui de Kylia. Cet immeuble, c'est un peu la cour des miracles. La plupart des locataires sont des étrangers en situation irrégulière. Seuls Delphine et Julien,
un étudiant qui vit au 2e, sont français. « Bon, je file », dit Kilia en embrassant son ami. « Si je suis en retard, l'autre con va encore gueuler. » L'autre con, c'est Chang, l'employeur de Kilia. Un esclavagiste, comme il en existe tant, patron d'une entreprise de nettoyage et qui fait bosser Kilia dans divers bureaux de la région parisienne. Un tiers de ses employés ne sont pas déclarés, ce qui allège ses charges sociales et lui permet de s'asseoir confortablement sur le code du travail. Kilia s'éloigne en lui adressant un dernier sourire. Elle sera de retour vers 2 ou 3 heures du matin, comme 6 nuits sur 7. Porter son nom. Porter son enfant. Quand Delphine lui apprend la nouvelle, elle voit un chapelet d'émotions défiler dans ses yeux. Stupeur, joie, angoisse, sentiments mêlés, drôle de mélange. Maxence la prend dans ses bras, la serre contre lui. Cet enfant, il ne l'attendait pas. En cet instant, a-t-il peur de l'avenir? Peur de ne pas être à la hauteur? Delphine scrute le regard de celui qu'elle aime, à la recherche d'une réponse. Alors, il lui murmure que c'est le plus beau jour de sa vie, qu'il est l'homme le plus heureux du monde. Pour le rassurer, Delphine lui répond qu'il sera un père merveilleux. Delphine vient d'avoir 20 ans. Elle a oublié qu'elle voulait mourir, même si elle ne peut oublier combien elle a souffert. Delphine vient d'avoir 20 ans. Elle rêve d'avenir, de bonheur, d'amour éternel, de construire un foyer différent de celui qu'il a vu naître et grandir. Elle se blottit dans les bras de l'homme qui l'a arrachée aux enfers, sans se douter que c'est lui qui l'y précipitera à nouveau. « Souris, Delphine !» chuchote Eric au creux de son oreille. Alors Delphine sourit. Un sourire qui disparaîtra dans 20 secondes lorsqu'elle aura oublié la consigne. Aujourd'hui, elle est en caisse. Toujours mieux que la cuisine ou la friteuse, moins salissant. Lorsque le rush sera passé, elle ira en salle, nettoyer les chiottes et les vitres du restaurant. Pour le moment, les clients se pressent devant sa caisse et Delphine enchaîne les gestes routiniers qu'elle connaît par cœur. Prendre la commande, essayer de caser un produit supplémentaire, ils appellent ça la vente suggestive. Un dessert? Une boisson? Tout ça sous la surveillance rapprochée d'Eric, le manager, le mec en chemise beige qui pense diriger un empire, même s'il n'est que petit chef dans la restauration rapide. Ce type et ses congénères maîtrisent l'art de se donner de l'importance alors qu'ils sont minuscules. Delphine travaille ici depuis presque 2 ans et n'a jamais voulu grimper les échelons. Parce qu'il faudrait alors bosser 12 heures par jour, payé 7. Parce qu'il faudrait se mettre à plat ventre devant le manager ou le premier assistant du patron. Et surtout, parce qu'il faudrait dénoncer ses collègues à la moindre cartade. Ils appellent ça le management à l'américaine. Lorsque Maxence est parti, Delphine n'a trouvé que cet emploi, à mi-temps, mais en CDI. 20 heures par semaine et des horaires variables qui s'adaptent à peu près aux employés. Ainsi, Delphine ne fait pas la fermeture du restaurant et peut rester auprès de son fils. Ici, il n'exige pas de diplôme, pas d'expérience. Il vous préfère vierge pour pouvoir vous former, vous modeler, vous formater. Lorsqu'elle est arrivée, Delphine a dû visionner des films expliquant aux nouveaux venus comment fabriquer un hamburger, faire cuire les frites, assembler une salade qui arrive en pièces détachées. Comment on parle aux clients, comment on leur sourit pour embellir leur journée et leur faire oublier qu'on est en train de les empoisonner. « Souris, Delphine !» répète discrètement Eric. « Souris, nom de Dieu !» Ne pas oublier de sourire, même si on a envie de chialer. Regardez l'heure en se disant que ce sera bientôt terminé, mais que ça recommencera demain, et après-demain, que ça ne finira jamais. Quand Delphine pénètre dans l'immeuble, il est 16 heures. Elle s'arrête au 3e et entre chez son amie. Kilia est dans sa cuisine, en train de préparer le repas du soir avec les moyens du bord. « Salut ma belle !» murmure Kilia. La petite Aïssata dort sur son matelas, serrant l'ours aveugle dans ses bras. Sur une chaise, Ayo est assise, silencieuse. Il y a une semaine, Kilia l'a trouvée sur le trottoir, en bas de l'immeuble, ses quelques affaires près d'elle. Son fils n'est pas venu depuis 2 mois.
Elle ne pouvait plus payer le loyer. Alors Laurent l'a foutue dehors, à la rue, sur le trottoir. Kylia n'a pas hésité une seconde et l'a récupérée. Elle a installé son matelas près du sien, a fait une petite place sur les étagères pour qu'elle puisse y ranger ses maigres souvenirs. Traumatisée, Ayo ne parle presque plus et passe ses journées à regarder les murs, le plafond, le sol. La nuit, elle parvient encore à veiller sur la petite, mais Kylia est inquiète. « C'est jour de lessive », chuchote Delphine. « Si ça t'embête, je laverai à la main », dit Kylia d'un air gêné. « Tu rigoles, non? File-moi ton linge et vite !» Kylia attrape un sac poubelle qui fait office de bac à linge sale et le tend à Delphine. Kylia n'a jamais eu de machine à laver, et la laverie automatique est une dépense inutile depuis que Delphine a acheté une machine d'occasion. Une machine qui lave et sèche le linge. Une merveille. « Tu as le temps pour un café ?» propose Kylia. « Oui, » répond Delphine. « Volontiers. »« Pas trop dur le job ?» Delphine hausse les épaules et s'assoit par terre. « Si un jour je trouve un autre boulot, je jure sur la tête de mon fils de ne plus jamais bouffer de hamburger de ma vie. Je dois puer la frite, non ? » « Oh oui !» Le rire de Kylia s'envole jusqu'au ciel. Pourtant Aïssata ne se réveille pas. Pourtant Ayo ne réagit pas. Pendant une demi-heure, les deux jeunes femmes parlent de tout et de rien. Des enfants, des hommes, de la vie. Cette chienne de vie. Leurs angoisses qui persistent, les rêves qui s'effritent. Le passé qu'on porte comme un fardeau. L'avenir qu'on peuple d'incertains. Les blessures qu'on transforme en force, les offenses qu'on aimerait oublier, et les victoires dont on veut se souvenir à jamais. Elles rient, elles pleurent, elles sont vivantes. Avec son accent mélodieux, s'aidant parfois de mots d'anglais, Kylia raconte l'Afrique, son pays natal, la Somalie, décor magique, misère tragique. Sa tante qui l'a excisée quand elle avait 7 ans, ses parents qui l'ont forcée à se marier avec cet homme qui lui a fait 3 enfants avant de se tirer comme un voleur. Un lâche. Kylia parle de ses fils, qu'elle ne reverra sans doute jamais. Que deviendront-ils? Se souviennent-ils de leur mère? Le plus âgé avait 5 ans, le plus jeune en avait 3, et chaque nuit, Kylia rêve d'eux. Delphine aussi parle beaucoup, du chagrin, des insomnies, de la honte. Et puis il faut se séparer. D'un regard, d'un mot, d'un geste, elles se disent toute l'amitié qui les unit. Quand Théo aura 3 ou 4 ans, on partira d'ici. Maxence a un emploi stable, un bon salaire, mais il souhaite une autre vie pour eux. Alors il met de l'argent de côté car, avec Delphine, il rêve de quitter Paris pour s'installer dans le sud de la France. Ouvrir un gîte dans le Luberon, un endroit protégé où Théo pourra grandir dans les meilleures conditions. On sera bien là-bas, professe-t-il avec des étoiles plein les yeux. Avec toi, je suis bien n'importe où, répond Delphine. Il est sa maison, son pays, son socle, sa raison de vivre. Le suivre, n'importe où. Le suivre, c'est tout. Mercredi après-midi. Il est bientôt 15 heures, l'heure de payer le loyer, ou du moins une partie. Lorsqu'elle y réfléchit, Delphine se dit qu'on a toujours le choix. Qu'elle aurait pu trouver une autre solution, qu'elle aurait pu éviter de s'abaisser de la sorte. Oui, ils auraient pu quémander une place dans un foyer. Oui, ils auraient pu louer une cave ou un garage quelque part en banlieue. Mais non, Théo ne mérite pas cette enfance-là. Il vaut bien ce sacrifice. Pour Delphine, il vaut tous les sacrifices. Et puis après Maxence, son corps n'avait plus d'importance, plus de valeur, et ne servait plus à rien finalement. Alors autant qu'il serve à payer le loyer. Quand Laurent arrive, il a sa tête des mauvais jours. Aujourd'hui, ce sera pire que d'habitude. Ses instincts sadiques seront décuplés, ses exigences insatiables. Les menottes, les insultes, il lui crache même dessus. Alors Delphine tente de s'enfuir, loin de cette chambre. Delphine tente de trouver refuge dans les bras de Maxence. Il était si tendre, si doux, si attentionné. Il était le contraire de ce salopard de propriétaire. Il était tout. Il n'est plus là.
Delphine se rhabille en silence. Laurent sort de la douche. Tandis qu'il se sèche, il fixe sa locataire. Regard mauvais. « Je peux te foutre dehors quand je veux », rappelle-t-il sèchement. « Quand je veux. Alors t'as intérêt à faire un effort. Sinon tu te retrouves à la rue avec ton môme. C'est compris ?» Delphine sent la peur dynamiter ses entrailles. Puis c'est la colère. Sans doute qu'il ment, sans doute a-t-elle des droits. Elle s'approche de lui, lentement, le regardant dans les yeux. « Si tu fais ça, je te balance aux flics, » murmure-t-elle. « Aux flics et au fisc. » Vraiment ? Il arbore un sourire inquiétant. Elle sent la peur revenir en force. « Tu l'aimes bien, Kylia, non ?» dit-il calmement. « Ce serait dommage qu'elle prenne le premier charter, tu ne crois pas ?» Théo bassine sa mère depuis des heures, alors qu'elle aurait tant besoin de calme et de repos. Théo veut un smartphone, et pas n'importe lequel, parce que tous ses copains en ont un. Delphine devrait refuser, lui expliquer que c'est une dépense qu'elle ne peut se permettre. Mais Delphine cède, simplement pour voir Théo sourire. Parce que depuis que Maxence n'est plus là, les sourires de son fils sont des trésors aussi rares que précieux. Théo a 8 ans, et finalement, ils ne sont pas partis. Ils n'ont pas renoncé à leurs rêves, les ont juste reportés. Ils sont jeunes, ils ont le temps, toute une vie. Maxence continue à travailler dans son entreprise où il a pris du galon. Il est un peu trop absorbé par son boulot et ces derniers temps, Delphine le trouve irascible. Alors que c'est un grand sportif, il ne va plus courir le soir. Lorsqu'il rentre, il s'allonge sur le canapé et parfois s'endort avant le dîner. Delphine s'en inquiète. Maxence la rassure d'un sourire, d'une parole. Fatigue passagère, surmenage au bureau, rien de bien méchant. Tout va s'arranger, ma chérie. Maxence est un roc, un pilier, une montagne. Rien ne peut le détruire. Rien ne peut nous détruire. Théo n'a pas lâché son Samsung depuis 1 heure, depuis que Delphine le lui a offert. Quand elle avait l'âge de son fils, les smartphones n'existaient pas. Mais s'ils avaient existé, on lui en aurait pas offert. De toute façon, elle n'aurait pas su qui appeler. Elle ouvre le frigo et pioche dedans pour le repas du soir. 2 steaks hachés en barquette et une jardinière de légumes préparés la veille. Finalement, elle ne fait cuire qu'un seul des 2 morceaux de viande et la moitié des légumes. Le reste retourne au frigo pour le lendemain, pour Théo. 299 €. C'est le prix du smartphone dont son fils rêvait. Alors Delphine se contentera d'un morceau de pain et d'un yaourt. Il passe à table et Théo garde le portable à côté de lui. Si sa mère lui avait offert un petit chat, il ne s'en serait pas mieux occupé. « Tu ne manges pas ?» s'étonne l'adolescent. « J'ai pas trop faim », prétend Delphine avec un sourire triste. « Papa te manque ?» Surprise, Delphine dévisage son fils. C'est si rare qu'il aborde le sujet. « Oui, il me manque », murmure-t-elle. « À moi aussi. »« Je sais, mon chéri, je sais. »« Toi aussi, ton père était pas là, hein ?» De plus en plus étonnée, Delphine met une seconde à répondre. Son passé, elle ne l'évoque pas souvent. « C'est vrai. Il est mort quand j'avais 2 ans. Crise cardiaque. Je ne me souviens même pas de lui. Toi, au moins, tu l'as connu. Tu as eu cette chance. » Il hausse les épaules, regarde ailleurs. « Je sais pas si c'est une chance. Ça fait encore plus mal quand on l'a connu. » Il garde le silence de longues minutes, comme si le fantôme de Maxence se tenait entre eux. Puis Delphine débarrasse et apporte le dessert à son fils. Visiblement, la discussion est terminée. Rien à ajouter. Alors Delphine part dans ses souvenirs, bien malgré elle. Il paraît que son père était un homme drôle, courageux, honnête et gentil. Mais comment en être sûre ? Elle ne possède de lui qu'une seule photo qu'elle conserve religieusement depuis des années dans son portefeuille. Elle l'a plastifiée de façon à ce qu'elle ne s'altère pas avec le temps. Delphine quitte la table et attaque la vaisselle pour que son fils ne voie pas son malaise grandissant. Les souvenirs affluent.
vague haute, sombre et peuplée de naufragés. Le jour de ses 9 ans, sa mère lui présente un homme. Il s'appelle Gérard. Il est un peu plus vieux qu'elle. Tout en séduction, en paroles, en attention. L'homme idéal. Elle quitte leur petit appartement du Val-de-Marne pour aller s'installer chez lui, dans son 5 pièces avec terrasse, au centre de Paris. Sa mère ne cesse de répéter qu'elles ont de la chance qu'il soit entré dans leur vie. Pourtant, c'est à cause de lui que celle de Delphine a basculé. Au début, c'était des gestes de tendresse, des jeux. Oui, il aimait jouer avec elle, et Delphine n'osait rien dire. Pendant des années, elle s'est tue, tandis que son père de substitution accentuait chaque jour un peu plus l'emprise qu'il avait sur sa mère. Elle le vénérait, l'adulait, l'idolâtrait. C'était un dieu, un homme parfait. Elle n'a jamais compris une chose pourtant essentielle. S'il s'est marié avec elle, c'est parce qu'elle avait une fille. Alors, quand Delphine a enfin eu le courage de dévoiler son secret, sa mère ne l'a pas cru. Gérard a dit que c'était la crise d'adolescence, le manque de son vrai père, le traumatisme de sa disparition brutale qui ressurgissait des années plus tard. Sa propre mère l'a prise pour une menteuse, une mythomane. Et Delphine a plongé, jour après jour, jusqu'à atteindre le fond. Jusqu'à atteindre ce pont, au-dessus de l'autoroute. « Il est cool, ce portable !» dit Théo avec un large sourire. « Merci, maman !»« De rien, mon fils. » Milieu d'après-midi. Kélia est montée chez Delphine pour l'aider à faire le ménage à fond. Aïssata dort dans la chambre de Théo, son ours aveugle dans les bras. Aujourd'hui, Kélia ne sourit pas. Elle est sombre, comme si elle venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. Pourtant, les mauvaises nouvelles, elle en a l'habitude. Delphine propose une pause café et les deux femmes s'assoient dans le living. « C'est joli chez toi », dit Kélia. « Ouais, mais ça me coûte la peau du cul », répond Delphine avec un sourire triste. Et c'est même pas un mauvais jeu de mots. Enfin, Kélia sourit, mais elle pourrait tout aussi bien pleurer. « Il te demande quoi exactement ?» Elles n'ont jamais vraiment abordé le sujet, Delphine étant toujours restée vague. Elle se sent mal à l'aise d'entrer dans le détail, même avec son amie, sa seule amie. « Il est très spécial, » dit-elle. « Vraiment spécial. »« J'en étais sûre, » balance Kélia d'un air écœuré. Delphine raconte, et la mine de Kélia s'assombrit davantage. « Salopard !» murmure-t-elle. « Détraqué !» Et encore, Delphine évite de lui parler de leur dernière discussion, des menaces proférées par leur cher propriétaire. « Je survivrai », conclut-elle en allumant une cigarette. Elle fume très peu, n'ayant pas les moyens d'assouvir ce vice. Elle propose une clope à Kélia, qu'il accepte avant de lâcher « J'ai un service à te demander. Un grand service. » « C'est quoi ?» Kélia soupire et se mure soudain dans le silence. « Vas-y, parle !» l'encourage son amie. « Tu sais que tu peux me demander n'importe quoi. » Dans les yeux de Kélia, les larmes commencent à monter. « J'ai quelque chose à faire, mais seule je n'y arriverai jamais. Alors il faudra que tu sois là, avec moi. » Delphine hésite une seconde. Elle ne sait pas de quoi il s'agit et le regard de son amie l'effraie un peu. Pourtant, l'instant d'après, elle répond « Je serai là, avec toi. » L'inquiétude de Delphine grandit de jour en jour. Maxence a changé. Il rentre tard, ne lui parle presque pas, l'écoute d'une oreille distraite et s'énerve pour des choses insignifiantes. Pire encore, il ne la touche quasiment plus. Quand elle le questionne sur son état, il élude, il esquive. Peut-être a-t-il rencontré une autre femme? Delphine vit dans l'angoisse, la peur de le perdre. Elle est prête à tout lui pardonner. Mais comment survivrait-elle s'il l'abandonnait? Comment vivre sans lui? Comment respirer loin de lui? Elle ne dort pas la nuit, ni le jour. Elle ne mange presque plus. S'il s'en allait, elle retournerait 12 ans en arrière. Delphine retournerait sur ce pont,
et cette fois, elle sauterait. Delphine peine à monter les marches. Elle se sent épuisée, et ce n'est pas seulement parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit ou travaillé pendant des heures. Souris, Delphine. Aujourd'hui, c'était mission impossible. Il est des fardeaux trop lourds à porter. Au troisième, elle entre sans frapper. Kilia est assise sur son matelas, les yeux dans le vague. Sur sa chaise, Ayo fixe le mur. D'une voix à peine audible, elle murmure quelque chose qui ressemble à une prière, une incantation. On dirait une veillée funèbre. Delphine s'installe près de son amie, pose une main sur son épaule. « Tu veux que je prépare du café ?» propose-t-elle d'une voix douce. « Non, merci », répond Kilia. Le silence. Encore. Même les bruits du dehors ne parviennent pas à l'étouffer. Il est si lourd que Delphine ouvre la fenêtre. De toute façon, il n'y a pas de chauffage dans cet appartement sordide. Cet appartement vide, plein de souvenirs, de chagrin. Delphine s'agenouille en face de son amie. Leurs regards se croisent, se mélangent. Que lui dire? Rien. Delphine ne trouve rien à dire. Elle voudrait simplement lui crier son admiration, mais aucun mot ne vient. Alors elle la prend dans ses bras et la berce doucement. Elle s'appelle Aïssata. Elle a 15 mois. Elle est atteinte de saturnisme, mais je ne pouvais pas l'emmener à l'hôpital, et c'est pour ça que je vous la laisse. S'il vous plaît, soignez-la vite. Soignez-la bien. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Elle adore son ours en peluche. Alors ne les séparez jamais, je vous en prie. Il faut que vous sachiez que je l'ai toujours aimée, et que je l'aimerai toujours. Lorsqu'elle sera plus grande, dites-lui tout ça. Dites-lui bien. Sa maman. 5 heures du matin. Parvis d'une église, la nuit dernière. Dernière nuit avec Aïssata. 2 femmes. Des larmes. Je serai là, avec toi. Il y a des promesses difficiles à tenir. Pourtant, Delphine a tenu la sienne. Non, Maxence n'a pas de maîtresse, seulement une ennemie. Leucémie. Après le choc, Delphine s'est relevée, prête à se battre à ses côtés. Maxence va guérir. Maxence ne peut pas mourir. Ils ont tant de projets, tant d'avenir, tant à vivre et à construire. Ils ont tant de paroles à se dire, de regards à échanger, d'amour à faire. Et puis ils ont Théo. Maxence promet qu'il va lutter, gagner. Et Maxence tient toujours ses promesses. Delphine finit de s'habiller avant de descendre au 3e. Aujourd'hui, c'est dimanche, et elle a la chance de ne pas travailler. Théo est parti tout le week-end chez un copain. Elle a donc une journée de libre. Elle entre chez Kilia, où le silence est toujours aussi pesant. C'était il y a 10 jours. Et grâce à un article de journal, elles sont désormais certaines que la petite Aïssata a été prise en charge quelques heures à peine après qu'elles l'ont laissée devant l'église. Elles sont sûres qu'elle va bien, qu'elle va être soignée. Mais guérira-t-elle de cet abandon? Kilia est devant sa gazinière, en train de préparer à manger pour 5. Elle joue les mères de famille alors qu'elle a perdu tous ses enfants. Ayo, les yeux fermés, continue à prier. Sans doute pour l'avenir d'Aïssata, à moins que ce ne soit pour son propre fils, toujours porté disparu. « Bonjour » lance Delphine. « Salut » répond Kilia, d'un air maussade. Delphine observe son amie quelques instants. Visage marqué, mâchoire serrée. Ça fait sans doute 10 jours qu'elle ne dort plus, qu'elle ne mange plus. « Habille-toi » dit Delphine. « Je suis déjà habillée » rétorque Kilia. « On sort. »« Où on va ?»« Tu verras. Allez, habille-toi. »« J'ai pas trop envie. »« Arrête de discuter » ordonne Delphine. Sans aucune joie, Kilia s'exécute. Avant de quitter l'appartement, elle prépare une assiette pour Ayo, qui ne semble toujours pas avoir retrouvé la parole.
Une fois dans le couloir, Delphine demande « Comment elle va ?» Depuis qu'Aïssata est partie, elle ne dit plus un mot. J'ai pas eu besoin de lui expliquer, elle a compris. Et je crois que ça lui a vraiment fait du mal. Quand elle rentre, il est près de 19h. Une belle journée, voilà ce qu'elles ont partagé. Se promener dans Paris, jardin du Luxembourg, quai de Seine, grande roue de la Concorde, Tuileries, déjeuner sur la terrasse d'un petit restaurant au milieu des arbres et près des bassins. Arracher à Kylia un regard émerveillé, un sourire, une confidence. Voler à la vie quelques instants de liberté, de légèreté. Oublier, le temps d'une journée, les vents contraires. Merci, murmure Kylia, avec des larmes plein les yeux. C'était bien. On le refera, assure Delphine. On le refera souvent, tu verras. Et je voulais te dire que tu as pris une décision courageuse, admirable. Tu as fait ce qu'il y avait de mieux pour elle. Tu lui as offert un avenir. Tu as été une mère formidable. N'oublie jamais ça. Jamais. Ils ont tout essayé, ont lutté pendant des mois. Ensemble, ils ont affronté le pire. L'espoir, le désespoir, les larmes et la peur. Aujourd'hui, Delphine sait qu'ils ont perdu. Ce n'est plus qu'une question de jours. Delphine sait que ce regard, ce visage ne seront bientôt plus qu'un douloureux souvenir qui fera écho à sa terrible solitude. Alors elle passe ses journées et ses nuits auprès de Maxence. Dernière journée, dernière nuit, derniers instants. Ceux dont on voudrait qu'ils ne finissent jamais, alors qu'on aimerait tant abréger la souffrance de l'autre. L'apaiser en le précipitant dans l'autre monde. S'il n'y avait pas Théo, Delphine partirait avec lui. Avec cet homme qu'elle aime plus que tout. Plus que la vie, c'est certain. Lui tenir la main, lui sourire, le rassurer, rêver d'être à sa place. Se dire qu'il y a 12 ans, elle aurait dû sauter de ce pont. Et puis, un matin, le regarder mourir. J'ai perdu mon travail. Le patron m'a viré. Delphine reste interdite quelques instants. Debout sur le seuil de son appartement, bras ballants, elle dévisage Kylia. Depuis quand ? Demande-t-elle. Une semaine, répond Kylia. Mais pourquoi ? Kylia hausse les épaules. Va savoir. Il dit qu'il a perdu des contrats, qu'il me rappellera si jamais il y a du travail qui rentre. Delphine s'assoit près de la table de salle à manger. La nouvelle lui fait l'effet d'un coup de massue sur le crâne. Le sort arrêtera-t-il un jour de s'acharner sur elle ? Dubois est passé avant-hier pour le loyer. Je lui ai dit qu'il devait m'accorder un délai. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Demande Delphine. Que le mois prochain, je lui dois 2 mois de loyer, sinon... Fumier. Des fois, j'ai envie qu'il crève, avoue Kylia. J'ai envie de demander à Ayo de lui jeter un sort. Mais s'il crève, on se retrouve tous à la rue. Delphine répond d'une moue dubitative. S'il crève, c'est sans doute sa femme qui hérite, dit-elle. Au moins avec elle, j'aurais pu accoucher. Mais j'aurais pas de quoi payer l'intégralité du loyer. De toute façon, je ne pense pas qu'Ayo ait ce genre de pouvoir. En tout cas, le mois prochain, si je ne peux pas lui filer son fric, je me retrouve à la rue, soupire Kylia. Tu viendras chez moi. Tu as ton fils, ce ne serait pas bon pour lui. En attendant mieux, je te logerai. Et Ayo ? Delphine baisse les yeux. Je vais retrouver un travail, voilà tout, assure Kylia. Ne t'en fais pas. Mercredi. Jour maudit. Delphine vient de rentrer du travail et de prendre sa douche. Laurent arrivera dans une dizaine de minutes, et en attendant le moment fatidique, Delphine fume une cigarette sur sa minuscule terrasse. Le printemps est enfin là. Les températures sont douces, contrairement à la vie. Kylia n'a pas retrouvé de travail, et l'échéance approche. Dans 10 jours, elle devra payer son loyer. Les économies de Delphine se résument à 150 € sur un livret A. Autant dire rien. Pour le studio insalubre du 3e, Laurent exige le triple de cette somme. Quand il frappe à la porte, Delphine sent ses tripes se nouer.
Chaque semaine, c'est plus difficile. Elle a de plus en plus de mal à se salir. Elle ouvre, ne sourit pas, et s'efface pour le laisser entrer. Comme d'habitude, il pose son blouson sur le dossier de la chaise et la suit jusque dans la chambre. Rien que de sentir son regard peser sur elle, Delphine a envie de vomir. « Ton fils va bien ?» demande-t-il. « Oui, merci. » Elle se retourne, lui fait face. « Qu'est-ce que tu vas faire pour Kilia ?» Il soupire, comme si cette conversation l'agaçait au plus haut point. « Si elle paie, pas de souci, dit-il. Sinon, je serai obligé de... » Obligé ? L'interrompt Delphine. Je ne peux pas me permettre de louer un appartement gratuitement, se défend-il. Tu peux bien lui accorder un délai, le temps qu'elle retrouve un travail, non ? De quoi tu te mêles ? Rétorque Dubois d'un ton ferme. Ce ne sont pas tes affaires. Kilia est mon amie, alors ça me regarde. Si elle ne paie pas, elle dégage. Point final. Mais elle ne pourra pas payer, s'écrie Delphine. Laurent croise les bras et s'adosse au chambranle de la porte. Je suis pas venu pour ça, rappelle-t-il. Je suis venu pour ton loyer à toi. Il esquisse un petit sourire, tout en la fixant. Envie de lui crever les yeux. Mais ce ne serait pas la solution. Delphine s'assoit sur le lit et regarde le sol. Ce faux parquet pour lequel elle paie si cher. Laurent s'approche. D'un geste de la main, Delphine lui ordonne de s'arrêter. « Fais gaffe, » murmure-t-il. « Si tu la vires, je pars avec elle. » Elle redresse la tête, constate que son ignoble sourire s'est élargi. « Et alors, je trouverai une autre nana, c'est pas bien difficile ?» assène-t-il. « Il y en a plein qui seraient ravis de prendre ta place. » A-t-elle cru un instant qu'elle détenait le moindre pouvoir sur lui ? Delphine secoue la tête. « Ravie, tu es sûre ? Tu t'es déjà regardée dans une glace ?» Le visage de Laurent se crispe, son sourire disparaît enfin. Ils s'affrontent du regard de longues secondes. « Ok, » dit Laurent. « Comme tu voudras. Commence à faire ta valise. Je te donne 3 jours. Tu vois, à défaut d'être beau, je suis clément. » Puis il tourne les talons et sort de la chambre. Le cœur de Delphine éclate sous l'effet de la peur. Elle se redresse d'un bond et le rejoint dans le salon. Il a déjà la main sur la poignée de la porte. D'instinct, il se retourne. Les yeux de Delphine ne le supplient pas. Pas encore. Mais il sait que ça viendra, et que ce sera encore meilleur qu'avant. Alors il quitte l'appartement en claquant la porte derrière lui, tandis que Delphine s'effondre sur une chaise. Merde! Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Tout s'écroule. Une vie, un avenir, une kyrielle d'espoir. Delphine a l'impression qu'on l'enterre avec Maxence. D'ailleurs, c'est ce qu'elle voudrait. Plus que tout. Mais il y a Théo. Il y a le fruit d'un arbre gigantesque dont les ramures touchaient le ciel. Leur amour. Le cercueil descend lentement dans le caveau familial. Maxence était fâché avec les siens à cause d'elle, paraît-il. Elle a été un prétexte. La cristallisation de leur querelle familiale. Maxence était fâché avec les siens. Pourtant, ils sont tous là. Il la toise d'un œil mauvais, comme si c'était elle qui avait tué le fils prodigue, le frère ingrat, le neveu égoïste. La vengeance brille déjà au fond de leurs yeux. Tout est sa faute, bien sûr. Ils n'ont pas versé un centime pour les obsèques, mais sont tous présents, pour lui montrer qu'ils existent, qu'ils ont des droits. Pour le moment, ils gardent une retenue dictée par la bienséance, affûtant en silence leurs armes forgées dans l'acide et la rancœur. Mais Delphine ne se fait aucune illusion. Dès que la pierre tombale sera scellée, son destin le sera aussi. Nuit blanche, pleine de cauchemars pourtant. « Souris, Delphine », souffle Éric dans son oreille.
les lèvres de la jeune femme s'étirent en un rictus ridicule. Tout, sauf un sourire. Prendre la commande. Encaisser la commande. Disposer la commande sur un plateau ou dans un sac en papier. Faire croire au client insatiable qu'on est heureuse de le servir. Chaque seconde, se souvenir que le salaire misérable qui tombera à la fin du mois lui permettra d'offrir à Théo un avenir. Payer ses vêtements de marque, ses jeux, ses cours particuliers, lui assurer une vie sociale, une insouciance, une enfance normale. Chaque seconde, penser à son sourire. Enfin, le flot des clients se tarit. Le restaurant se vide. Rush terminé. Delphine est envoyée en salle. Nettoyer les vitres, les chiottes, les tables. Vider les poubelles, astiquer les friteuses, enlever tout ce gras, ces traces immondes. Lorsqu'elle dépointe, Delphine est épuisée. Elle se change rapidement dans le vestiaire, écoutant d'une oreille distraite quelques collègues qui papotent dans la salle de repos. La plupart sont très jeunes, étudiants. Elle est quasiment la plus âgée de l'équipe. Une ratée, voilà ce qu'elle est. Ce qu'elle sera toujours. Une paumée, incapable de s'en sortir, incapable d'avoir une vie digne. Avec Maxence, elle se sentait forte. Elle se sentait belle. Elle se sentait en sécurité. La chute a été brutale, interminable. Et bientôt, Delphine le sait, elle touchera le fond. Arrivée au 3e étage, Delphine fait une halte. Elle frappe 2 coups contre la porte et entre. Les volets sont entrebâillés. Le studio est plongé dans la pénombre. Delphine a l'impression qu'il n'y a personne, mais elle aperçoit soudain Ayo, assise par terre, sous la fenêtre. Cette femme étrange sait presque se rendre invisible. Ses yeux sont clos, ses mains serrées sur une sorte de foulard. « Bonjour » murmure Delphine. Les paupières de la vieille dame se soulèvent, découvrant son regard noir et perçant comme un laser. Avec sa main fatiguée, elle invite Delphine à venir s'asseoir près d'elle. Kylian n'est pas là? Elle est partie chercher du travail? Ayo répond d'un simple signe de la tête qui doit vouloir dire oui. Comment vous allez? Les yeux d'Ayo se referment sur une douleur silencieuse. J'attends, dit-elle. C'est si rare d'entendre sa voix que Delphine est surprise. Vous attendez quoi? Que Dieu me libère. Delphine ferme les yeux à son tour. La voix d'Ayo fait vibrer son âme, tel l'archer les cordes du violon. C'est vrai que vous êtes une sorcière? Demande-t-elle soudain. Ma mère l'était, révèle Ayo. Et vous? Ma mère l'était, répète l'Africaine. Alors, moi aussi. Quels sont vos pouvoirs? Ils sont comme la poussière. Delphine fronce les sourcils, tandis qu'Ayo esquisse un sourire mystérieux. On les voit à peine. Pourtant, ils sont partout. En sortant du restaurant, Delphine est passée voir une assistante sociale. Pour éviter la honte, elle a prétendu être hébergée chez un membre de sa famille, comme si elle en avait une. Avant cet entretien, elle n'avait que peu d'espoir. En cet instant, elle n'en a plus aucun. Elle touche déjà une allocation parent isolé, ne peut prétendre à plus. Si elle trouvait un appartement avec un vrai bail, elle aurait droit aux allocations logement. Mais personne ne voudra jamais lui louer la moindre chambre de bonne, vu sa situation et ses revenus. Si elle est expulsée, ce sera le foyer ou la rue. Delphine le sait. Sa demande de HLM est restée lettre morte, et la liste d'attente est encore interminable avant que son tour ne vienne. Bien sûr, elle pourrait tenter de rester, mais elle connaît les méthodes de Laurent. Il fera le nécessaire pour qu'elle parte. Il emploiera les menaces, la force. Il coupera l'eau, démontera la porte, enlèvera les fenêtres et il changera les serrures. Face à lui, elle n'a aucune chance. Delphine regarde son téléphone. Appuyer sur quelques touches. Dire quelques mots.
plongée plus profond encore dans la fange et la misère. Pense à Théo. Ne pense qu'à lui. Elle compose le numéro de Laurent. Il décroche dès la seconde sonnerie. Ouais? C'est Delphine. On peut se voir? Pourquoi faire? Rétorque sèchement le propriétaire. Ta valise est déjà prête? Elle imagine son sourire. Sa main se met à trembler. J'aimerais qu'on discute. Pas intéressé. J'ai une proposition à te faire. Lâche Delphine. Elle arrive tout juste à respirer tant son cœur frappe dans sa poitrine. Pas intéressé, répète Laurent, d'un ton badin. Pourtant, je suis sûre que ça va te plaire. Delphine ferme les yeux. Elle se concentre, cherche la force nécessaire pour s'enfoncer un poignard dans le ventre. Je t'écoute. Je préfère qu'on se voie. J'ai autre chose à foutre. Je suis en train de chercher une nouvelle locataire. Il raccroche, et Delphine pousse un cri de rage. Enfoiré! Elle lâche le téléphone, fait quelques pas. Sale enfoiré! Elle reprend le portable, appuie sur la touche verte. Pense à Théo, ne pense qu'à lui. Elle tombe sur le répondeur de Laurent, raccroche, recommence. Enfin, il décroche. Quoi encore? Balance-t-il. Ok, je suis désolée, dit Delphine dans un souffle. Je m'excuse de t'avoir parlé comme ça, et j'aimerais que tu passes. Ce fumier est sans doute en train de bander à l'autre bout du fil, et Delphine sent sa gorge se nouer encore plus. Demain, 14h, dit-il avant de raccrocher. Théo rentre du collège à 18h30, la mine sombre. Dès que Delphine le voit, elle comprend que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je me suis planté à mon contrôle de maths, avoue-t-il, en balançant son sac sur le sol. Combien tu as eu? S'alarme Delphine. Il fouille le placard de la cuisine à la recherche de quelque chose à manger. Combien? Répète Delphine en haussant le ton. 6. 6? S'exclame sa mère. Mais putain, comment tu as fait? Je me rattraperai la prochaine fois. Ah oui? Et les cours particuliers qui coûtent une fortune, ça sert à quoi alors? C'est bon, maman, souffle Théo. C'est pas la mort non plus. Puisque c'est ça, tu n'iras pas à l'anniversaire de Damien samedi, tranche Delphine d'une voix dure. Et pas de match de foot dimanche. Hein? S'étrangle l'adolescent. Mais tu peux pas me faire ça? Oh que si, je peux, hurle sa mère. Tu passeras ton week-end dans ta chambre à bosser. Fais chier, grogne Théo. Pardon? Répète ce que tu as dit. Rien, c'est bon. Il veut regagner sa chambre, mais sa mère l'empoigne par le bras et le ramène en arrière. Ne me parle pas comme ça, ok? Face à son mutisme, elle le secoue violemment, comme si elle voulait le démembrer. Il se débat, sa cheville se tord, il perd l'équilibre et s'affale sur le sol. Il se relève, grimaçant de douleur, et fixe sa mère d'un regard ébahi. T'es folle ou quoi? Delphine, soudain calmée, reste sans voix. À cause de toi, je me suis niqué la cheville. Je vais pas pouvoir aller au match, de toute façon, t'es contente? Il boite jusqu'à sa chambre et claque la porte. Sa mère demeure quelques instants immobile, figée dans la stupeur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Se laisser porter par le chagrin, comme une brindille voyage dans la tempête. Se regarder couler lentement dans un océan de cauchemars. Oublier la surface, l'essentiel. Ne plus tenir à la vie. Ne pas savoir appeler au secours. Décrocher. Dévisser. Chuter. C'est le salaire de Maxence qui payait le loyer. Delphine, elle, n'a aucun revenu. Les factures qui s'accumulent. Les huissiers qui débarquent. La famille de Maxence qui réclame sa part du maigre héritage. Engrenage infernal. Dormir dans la voiture quand le froid tape à la vitre. S'installer dans un foyer. Dépannage provisoire.
chercher un travail, n'importe lequel, ne rien trouver. Affronter les yeux de son fils. Affronter l'absence, l'impuissance, la misère. Et accepter de se vendre. Elle consulte la pendule sur le mur de la cuisine. Bientôt il sera 14 heures. Bientôt, il sera là. Delphine allume une cigarette et constate que ses mains tremblent. Depuis ce matin, elle tourne en rond dans son petit appartement. Si petit, si précieux pourtant. Un toit sur la tête, un point d'accroche, un repère, un gîte. Son refuge. Cet endroit qui signifie qu'elle n'est pas complètement perdue, qu'elle pourrait presque être normale, comme les autres. Cet endroit qui signifie que Théo n'est pas le fils d'une paumée, qu'à défaut de père, il a une mère, une vraie. Hier soir, il a refusé de venir dîner avec elle. Ce matin, il ne lui a pas adressé la parole. C'est la première fois qu'ils sont ainsi fâchés. Bien sûr, il y a eu des disputes, des agacements, des contrariétés, des désobéissances. Mais jamais elle n'avait senti un tel malaise entre eux. Elle a cherché des excuses, des pardons, des explications. N'a pas trouvé les mots pour lui dire. Les sacrifices dont elle est capable, l'amour qui l'envahit chaque fois qu'elle le regarde. Cet enfant qui dépend entièrement d'elle, au point que, parfois, cette responsabilité devient trop lourde à porter. Par moments, Delphine sent qu'elle étouffe, qu'elle s'étrangle, que son échine ploie sous le fardeau. Elle est sa seule famille. Théo n'a jamais vu sa grand-mère maternelle, il la croit morte. Sans doute parce que, pour Delphine, elle l'est réellement. Théo n'a jamais vu ses grands-parents paternels, qui l'ont détesté avant même qu'il ne vienne au monde. Parce qu'il est le fruit des entrailles d'une femme qu'ils haïssent au plus haut point. Une marginale qui a mis le grappin sur leur fils avant de lui retourner la tête. Aucune raison valable, en fait. Comme la plupart des haines, la leur n'a aucun fondement solide. Delphine a seulement été le catalyseur de névrose familiale héréditaire. Lorsque 3 coups sont frappés contre la porte, le cœur de Delphine se brise en 1000 morceaux, qui tombent, en pluie acide, jusque dans ses intestins noués à l'extrême. Le moment est venu. Il est là. Elle écrase sa clope, passe une main dans ses cheveux, rectifie sa tenue. Elle doit être à son avantage pour le combat qui s'annonce. La porte s'ouvre sur un visage fermé. « Assieds-toi », propose-t-elle. Il s'exécute et la fixe, attendant qu'elle se lance. « Tu veux un café ?»« Je suis pas venue pour ça, et je n'ai pas de temps à perdre. » Delphine s'assoit face à lui. Elle avait préparé un beau discours, une longue liste d'arguments ponctués de menaces. Elle avait pensé chaque mot, chaque intonation. Pourtant elle garde le silence, incapable de la moindre syllabe. « Je t'écoute », reprend Laurent, d'une voix perfide. Delphine est toujours muette. Pour la première fois depuis qu'elle le connaît, elle réalise que Laurent lui rappelle son beau-père. L'homme qui a détruit sa vie, face auquel elle était désarmée, aphasique, impuissante. Celui qui avait tout pouvoir sur elle. « Je vois », soupire Laurent, avec un petit sourire. Il se lève, sans la quitter des yeux, puis balance. « J'espère que ta valise est prête. Et n'oublie pas d'aider Kylia à faire la sienne. » Il se dirige vers la porte, tandis que Delphine ferme les yeux une seconde. Trouver le courage. Puiser dans ses ultimes forces. S'abaisser. Ramper s'il le faut. « Attends !» s'écrie-t-elle. Il se retourne, gardant la main sur la poignée. « Je suis d'accord pour qu'on continue, » dit-elle. « Vraiment ? » « Oui. Mais à condition que tu laisses Kylia tranquille. »« Ah oui. Comme c'est touchant. » Delphine respire un grand coup. « C'est non négociable, » ajoute-t-elle, d'une voix qu'elle voudrait forte. Laurent sourit de plus belle. « Oh, et qui va me payer le loyer du 3e ?» demande-t-il.
Moi. Delphine est recroquevillée dans la baignoire. L'eau qui coule du pommeau de douche ruisselle sur son corps exsangue. Elle a le front posé sur les genoux, les yeux fermés. Elle ne regrette rien, a seulement mal à en crever. Une douleur étrange qui n'a pas vraiment d'épicentre, comme si on l'avait écorchée vive, qu'on lui avait ouvert le ventre et brisé les os. Tout ça à la fois. Il s'est jeté sur elle, a libéré toute la violence qu'il contenait depuis 1 an et demi. Pendant ses rendez-vous hebdomadaires, Delphine avait deviné ce qu'il dissimulait sous son masque. Elle avait vu juste, et ce n'était qu'un acompte. Aujourd'hui, c'était pour sceller le contrat. Désormais, ce sera 1 jour sur 2. Désormais, il a toutes les armes en main. N'a plus qu'à s'en servir à sa guise. Jusqu'à aujourd'hui, Laurent se contentait de quelques jeux sadiques, quelques simulacres. Le collier de cuir, les menottes, des sous-vêtements achetés sur le net, des insultes, de fausses gifles. Mais maintenant, il a l'autorisation tacite de lui faire mal. Vraiment mal, et ne va pas s'en priver. Il a révélé sa vraie nature, qu'il ne connaissait peut-être pas lui-même. Il a laissé se déchaîner ses véritables pulsions. Celles qui dormaient au fond de lui. Celles d'un homme qui a souffert. Delphine en est sûre. Parce qu'elle sait les traces que les blessures laissent au fond des yeux. Et le regard de Laurent est un livre ouvert. Pour protéger Kylia, Delphine a accepté ce qu'elle avait toujours refusé. Traumatisée par l'abandon de sa fille, son amie ne pouvait pas subir cela en plus. Alors non, Delphine n'a aucun regret. Pourtant, elle ne s'est jamais sentie aussi faible, aussi sale et vulnérable de sa vie. Sauf quand elle était enfant, et que le mari de sa mère jouait avec elle, en lui disant que si jamais elle parlait, elle détruirait sa famille, que personne ne la croirait, que personne ne l'écouterait. Il disait vrai, le salaud. Seul Maxence l'a écouté, protégé, aimé. Mais Maxence est parti. Alors autant livrer ce corps inutile en pâture au monstre qui vient de quitter son appartement. Et qui reviendra demain. Ce soir, Théo rentre tard. Il a son cours particulier de maths. En attendant qu'il revienne, Delphine descend chez Kylia. Briser la solitude, entendre une voix, trouver une épaule sur laquelle elle ne pourra même pas s'épancher. Au 3e, pas de cocotte sur le feu, pas de sourire, pas un bruit. Seul le silence, la tristesse, la pesanteur. Kylia est en train de placer les affaires d'Aïssata dans un carton qu'elle posera sur une étagère. Il ira rejoindre ceux qui contiennent les vêtements et les jouets de ses fils disparus. Ayo la regarde faire avec de la douleur plein les yeux. « Salut » dit Delphine. « Salut » répond Kylia. « J'ai vu Laurent. »« Ah bon ? Pourtant on n'est pas mercredi. Tu veux un café ? » ?»« Oui, volontiers » dit Delphine, en se posant sur le matelas près d'Ayo. Kylia abandonne sa lourde besogne pour préparer du vrai café. « J'ai vu Laurent parce que je voulais lui parler de toi » reprend Delphine. « De moi ? » ?»« Oui. Et j'ai réussi à le persuader de ne pas te virer à la fin du mois. » Kylia lui décoche un regard étonné. « Sûr ? » Delphine hoche la tête et tente de sourire. « Il est prêt à patienter le temps que tu retrouves un travail, et il ne te demandera pas les mois en retard. » De plus en plus surprise, Kylia fronce les sourcils. « Il est tombé sur la tête ou quoi ? » ?»« Non. Il est peut-être pas aussi pourri qu'on pouvait le penser. » Ces mots écorchent la gorge de Delphine, mais elle n'a d'autre choix que mentir. Mentir à sa seule amie. « Pas normal, ça, » grogne Kylia. « Quoi, t'es pas contente ? » ?»« Si, mais ça cache quelque chose. » »« Rien du tout, » assure Delphine, en y mettant tout son cœur. Ayo l'observe, tête légèrement penchée sur le côté. On dirait qu'elle essaie de lire dans ses pensées. On dirait qu'elle y parvient.
Delphine n'est pas très à l'aise. La vieille femme tend le bras vers elle et pose un doigt à la naissance de son cou. Delphine a un mouvement de recul. Kylia aperçoit alors à son tour la trace bleue qui orne la gorge de Delphine. « C'est rien », se défend Delphine. « Rien du tout. Ça passera. » Théo a fait la gueule pendant 5 jours. Il a bandé sa cheville, a mis de la pommade, en a fait des tonnes, histoire de culpabiliser sa mère. Puis tout est rentré dans l'ordre. Ça fait 1 mois que Delphine paie le loyer de Kylia. 1 mois qu'elle subit les exigences de Laurent. Chaque fois, il va plus loin et elle se demande où il s'arrêtera. Ils se sont mis d'accord. Lorsque Kylia aura retrouvé un travail, ils reprendront le rythme passé d'1 heure par semaine. Pour le reste, Delphine sait très bien qu'il continuera à la maltraiter, qu'il ne reviendra pas en arrière. La jeune femme se croyait forte, capable d'affronter la situation, d'oublier une fois Laurent parti. Elle n'avait pas pensé aux séquelles, là, dans sa tête, dans son corps. Elle ne trouve plus le sommeil, n'a plus d'appétit. Elle ne se maquille plus, ne fait plus attention aux vêtements qu'elle porte. Elle s'est pris un avertissement au boulot parce qu'elle a envoyé son chef sur les roses. Il lui demandait de sourire, elle l'a insulté devant les clients. Chaque jour, elle sombre un peu plus. Kylia l'a remarqué, Théo aussi. Elle a dû les rassurer, leur dire qu'elle n'était pas malade, seulement fatiguée par son travail. Elle a dû les réconforter. Mais elle, personne pour la réconforter. Personne ne la voit pleurer, le soir, dans son lit. Personne n'est à ses côtés lorsqu'elle vomit, 1 jour sur 2. Personne pour lui tenir la main lorsqu'elle se met à trembler comme une feuille. Personne pour la réveiller quand elle cauchemarde. Personne pour soigner ses blessures, panser ses hématomes. Personne pour voir la honte au fond de ses yeux. Personne. Non. Faut que tu passes voir le docteur, dit Kylia. T'as pas l'air bien. Ne t'en fais pas, répond Delphine. C'est juste que je suis crevée. Elles sont à la terrasse d'un petit bistrot du quartier. Ce matin, elles sont allées faire les courses ensemble, puis se sont arrêtées pour boire un soda. Pourquoi Laurent vient presque tous les jours ? Balance soudain Kylia. Delphine sent qu'elle devient blême, mais tente de reprendre le dessus. Elle lui avait demandé d'être discret, mais avait oublié que Kylia voit et entend tout. Il ne vient pas tous les jours, rectifie Delphine. Plus souvent qu'avant, en tout cas, insiste Kylia. Oui, en compensation de ton loyer, il m'a demandé de l'aider à faire sa comptabilité, invente Delphine. Sa comptabilité ? Depuis quand tu sais faire ça ? C'est pas bien compliqué. Je ne veux pas que tu paies le loyer à ma place, dit Kylia en haussant la voix. C'est hors de question. Tu préfères te retrouver sur le trottoir avec tes cartons ? Rétorque Delphine. Et avec Ayo par-dessus le marché ? Kylia serre les mâchoires. Ça va, c'est pas la mort, comme dirait mon fils. Reprend Delphine. Arrête donc de te faire du souci pour moi. Et puis toi, tu me prépares tout le temps à bouffer, tu me fais le ménage. C'est normal de s'entraider, non ? Le visage de Kylia se détend enfin. Elle sort quelque chose de son sac bariolé, l'offre à Delphine. C'est quoi ? Un cadeau pour toi. L'emballage est sommaire, mais Delphine est déjà touchée, avant même de l'avoir déchiré. Lorsqu'elle ouvre, elle trouve une petite boîte en carton. À l'intérieur, un drôle d'objet, une sorte de personnage fait de bois, de coquillages, de perles et de mystères. Qu'est-ce que c'est ? Interroge Delphine. Un gris-gris. Une amulette qu'Ayo et moi t'avons fabriquée, annonce fièrement Kylia. Il faut la garder toujours sur toi. C'est beau, sourit Delphine. Ça porte bonheur, c'est ça ? C'est pour te protéger du diable. J'ai perdu mon portable, avoue Théo en plein milieu du dîner. Hein ? Mais comment t'as fait ? S'écrie sa mère. Je l'ai oublié dans le bus. Tu peux pas faire attention, non ? J'ai pas fait exprès, figure-toi. Putain, mais c'est pas vrai ! Elle quitte la table en prenant les assiettes, fait tomber les couverts sur le sol.
Et merde! Elle continue à crier depuis la cuisine. Tu sais combien d'heures j'ai dû travailler pour te payer ce putain de portable? C'est bon, mens, rétorque Théo. C'est pas la mort non plus. Delphine est de retour. Elle pose le dessert sur la table. L'exaspération fait trembler ses mains. T'es vraiment qu'un petit con, balance-t-elle. J'ai pas fait exprès, je te dis, s'emporte Théo. Il se lève, part vers sa chambre. Delphine le suit, décidée à déverser sa colère jusqu'au bout. Théo veut fermer la porte, elle l'en empêche. Bon, tu me lâches, prie-t-il. La gifle part, violente et spontanée. Théo titube, puis reste sans voix quelques secondes. Enfin, il recule de 3 pas, tout en fixant sa mère droit dans les yeux. Papa aurait jamais fait ça, dit-il, avant de lui claquer la porte au nez. J'aurais préféré que ce soit toi qui meures, et pas lui. Delphine demeure figée dans l'étroit couloir. Une douleur assassine remonte de sa main jusque dans son cerveau. La flèche l'a atteinte, plein cœur. Et lorsqu'elle entend pleurer son fils, elle se laisse glisser contre le mur jusqu'à toucher le sol. Toucher le fond. Moi aussi, j'aurais préféré, murmure-t-elle. Quand Delphine voit Laurent, elle a le souffle coupé. Il est là, devant sa caisse, accompagné de son épouse et de ses 2 fils. Bonjour, dit-il. On voudrait 2 menus enfants, 2 hamburgers, une salade océane, 2 frites moyennes et 2 coca. Delphine ne réagit pas, incapable du moindre mouvement. Le voir ici, c'est comme s'il n'y avait plus de pause dans son calvaire. Il n'a pas le droit d'être là. À cet instant, elle comprend qu'elle est devenue son jouet, son obsession, qui ne lui laissera plus aucun répit. Vous avez entendu? Demande-t-il. Un violent vertige s'empare de Delphine. Elle s'accroche à sa caisse sous le regard amusé de son bourreau. Le chef s'approche, inquiet de voir l'une de ses esclaves immobile et improductive. Un problème, Delphine? Non, bafouille-t-elle, en sortant un plateau de dessous la caisse. Aucun problème. Tandis qu'elle le serre, Laurent ne la quitte pas des yeux. Son regard est une offense. Elle a l'impression d'être à poil au milieu de tous. Sa femme et ses enfants vont s'installer à une table, tandis que Delphine termine de disposer la nourriture sur le plateau. Ça fait 22,50 €, murmure-t-elle. Il règle sa commande en liquide, puis rejoint sa famille. Depuis sa table, il a une vue parfaite sur sa proie. Et pendant tout le rush, il la dévisage. Elle enchaîne les erreurs, les maladresses, encaisse les remontrances. Pourquoi est-il là, alors qu'il vit si loin de ce quartier? Ce n'est pas un hasard, elle le sait. Quand finira donc ce cauchemar? Lorsqu'il y a moins de monde en caisse, Eric envoie Delphine en salle. Laurent est toujours là, seul à table. Sa femme a accompagné les 2 gamins à l'aire de jeu. Tandis qu'elle nettoie les tables, le sol, les vitres, il la fixe. Pour seulement 22,50 €, il est au paradis. Delphine, elle, vit l'enfer. À bout de nerfs, elle se réfugie dans les toilettes dames, nettoie les lavabos, les WC, les miroirs. Jamais elle n'y avait mis tant d'applications. Ensuite, elle passe dans les toilettes hommes, vérifie qu'il n'y a personne et commence à laver le sol. Mais au bout de 30 secondes, la porte s'ouvre. Dès qu'elle voit Laurent, Delphine essaie de s'enfuir. Il l'en empêche en l'attrapant par le bras. « Lâche-moi ou je hurle !» Il pose une main sur sa bouche, la pousse jusque dans un WC avant de verrouiller la porte. Il la plaque contre le carrelage et murmure dans le creux de son oreille. « Et si je balançais Kylia pour avoir abandonné sa gosse? Elle risque gros, tu sais. » Le cœur de Delphine se fend sous le choc. Elle ferme les yeux. Elle retournera dans son pays de merde. C'est ça que tu veux? D'un mouvement de tête, Delphine capitule. Il enlève sa main. Elle respire une bouffée d'air acide. Puis, il déboucle sa ceinture. À genoux. Elle descend du bus et avance sous une pluie froide. Pourtant, l'été est presque là,
même si Delphine ne s'en souvient plus. Elle marche, tel un automate déréglé, l'air hagard. La peur encore imprimée au fond des yeux. Il est venu jusque sur son lieu de travail, a violé leurs accords. Elle le sait. Il a franchi une limite. Ne s'arrêtera plus. Delphine ne sera plus à l'abri nulle part. Plus jamais. Elle entre dans l'immeuble, traverse la petite cour où sont entassées les poubelles et s'engage dans le corridor obscur. L'ampoule est cassée depuis longtemps et l'endroit ressemble à un coupe-gorge. Peut-être qu'il l'attend, là, dans la pénombre. L'angoisse tord ses intestins. La nausée soulève son cœur. Elle monte jusqu'au premier, regardant sans cesse derrière elle, un prédateur sur ses talons. Arrivée au deuxième, elle s'écroule sur une marche. Plus d'air dans ses poumons, plus d'espoir dans son cœur, plus aucun courage dans ses veines. Seule, dans un couloir sale, Delphine pleure. Combien de temps résistera-t-elle? La gifle, c'était il y a 2 semaines. Théo ne lui a pas encore pardonné. Il est froid, distant, geste nerveux, regard de haine. Tu as changé, maman. T'es agressive. Tu gueules tout le temps. Delphine ne peut pas le nier. Encore moins l'expliquer à son fils de 12 ans. Tout comme elle ne peut expliquer les marques de coups, de plus en plus visibles. Alors que les températures ont grimpé en flèche, elle est obligée de porter des manches longues et des pantalons. Son corps est couvert d'ecchymoses, de plaies. Il est couvert de honte. Et c'est sans doute ce qui fait le plus mal. 9 heures du matin. Théo est parti pour le collège sans même l'embrasser. Depuis quelque temps, il semble heureux de quitter l'appartement, même pour se rendre en cours. Heureux de s'éloigner de cette mère qu'il ne reconnaît plus. Aujourd'hui, Delphine ne travaille pas et Laurent viendra dans l'après-midi. Elle n'a pas le courage de faire le ménage ou les courses. N'a plus le courage de rien. Assise sur sa terrasse, elle fume cigarette sur cigarette. Bientôt, elle n'aura plus de quoi les acheter, mais préfère ne pas y penser. Quand on frappe à sa porte, elle sursaute. Chaque bruit est une menace désormais. Chaque seconde, une épreuve. Delphine trouve qu'il y a sur le seuil. « Coucou !» lance-t-elle. « Salut !» répond Delphine d'une voix lasse. Kylia la dévisage avec inquiétude. « T'as pas l'air bien, vraiment. » Delphine soupire. Pas envie de se justifier, de mentir, d'inventer. Même pas envie de parler. Pour briser la glace, Kylia prépare un peu de café et s'installe près de son amie sur la terrasse. « Ça te dérange que je sois là ?» demande-t-elle. « Non », prétend Delphine, sans aucun enthousiasme. « Qu'est-ce que tu as ?»« Mais rien. Pourquoi tu ne veux pas me raconter ce qui t'arrive ?»« Y a rien à raconter, » tranche Delphine. « Rien du tout, ok ?» Surprise par ce ton inhabituel, Kylia se tait. Elle cherche les mots ou les gestes capables de percer la carapace d'amertume, pose sa main sur celle de Delphine, qui la retire aussitôt. « Bon, je vais te laisser. Si tu as envie de parler, t'auras qu'à descendre. » « C'est ça, » répond Delphine. « Au fait, t'as trouvé du boulot ?»« Non, pas encore, » avoue Kylia. « Dommage, » balance Delphine avec un sourire cynique. Blessée, Kylia reste bouche bée un instant. « Je cherche, tu sais, » finit-elle par dire. « Ouais, mais ce qu'il faut, c'est trouver. » Lorsque la porte se ferme, Delphine sent un flot de larmes monter jusqu'à ses yeux. Désormais, la solitude est devenue la seule à qui parler. Dans quelques minutes, il sera là. Il l'observera avec son insupportable sourire de vainqueur. Terrée dans sa salle de bain, Delphine tremble de tout son corps. Cette nuit, elle a rêvé que Maxence était en vie, qu'il entrait dans l'appartement et frappait Laurent jusqu'à le tuer. Mais ce n'était qu'un rêve. Maxence est mort, et Delphine est tombée dans un piège qui ressemble à un long tunnel de supplice. Si elle refuse de lui donner ce qu'il attend, il la mettra dehors et se débarrassera de Kylia et d'Ayo.
Si elle se refuse à lui, elle mettra 3 personnes en danger. Mais si elle continue, c'est elle qu'elle va tuer. Comment survivre à ce dilemme? Comment trouver la solution? Toutes les 30 secondes, Delphine consulte le petit réveil posé sur une étagère près du lavabo. Laurent est en retard. Elle se met à espérer qu'il a eu un empêchement, qu'il ne viendra pas. Un empêchement du genre accident de voiture, crise cardiaque ou couteau en travers de la gorge. Elle ferme les yeux et se surprend à prier. Prier pour qu'il crève dans d'atroces souffrances. Mais une demi-heure après l'horaire convenu, il frappe à la porte. Delphine quitte la salle de bain et s'arrête au milieu du living. Elle tremble de plus belle, ne trouvant pas la force d'ouvrir. Nouveau coup contre sa porte, comme si elle les prenait en pleine gueule. D'ailleurs, ça ne saurait tarder. Figée au milieu de son cauchemar, Delphine ne bouge pas d'1 millimètre. Et soudain, son portable vibre d'un SMS. Delphine tend le bras pour s'en saisir. « Si tu n'ouvres pas immédiatement, je descends au 3e et je vire les 2 guenons à coups de pied dans le cul. » Delphine a une sorte de hoquet nerveux et s'accroche à son bahut. Lorsqu'elle entend Dubois faire demi-tour et s'engager dans l'escalier, son cerveau se remet à fonctionner. Elle se jette sur la porte, se rue dans le couloir. « Laurent !» Il se retourne, la fixe quelques secondes avant de remonter. Il vient se coller à elle, serre sa poigne autour de son cou. « T'as envie de jouer? Ça tombe bien, moi aussi. » Théo rentre vers 17h. L'appartement semble désert. Il est en tout cas aussi silencieux qu'un tombeau. « Maman ?» Aucune réponse. Elle est forcément là puisque la porte n'était pas verrouillée. Il inspecte la chambre de sa mère, voit les draps défaits, quelques vêtements qui traînent par terre. Puis il entre dans sa propre chambre, déserte. Il y dépose son sac, enlève son blouson qu'il jette sur le lit. Il ouvre ensuite la porte de la salle de bain et reste sidéré un instant. « Maman ?» murmure-t-il. « Maman, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Delphine, seulement vêtue d'un débardeur et d'une culotte, est debout face au miroir. Dans sa main droite, une paire de ciseaux. Sur le sol, autour de ses pieds, les lambeaux de sa longue chevelure. Delphine tourne la tête vers son fils. Elle a le regard d'une démente. Delphine n'a pas entendu Théo partir au collège. Elle n'était pas là pour lui préparer son petit déjeuner, lui souhaiter une bonne journée. Delphine dormait. Hier soir, elle a avalé 2 somnifères pour oublier, pour plonger à corps perdu dans une sombre forêt de cauchemars. Quand elle se lève, elle titube de longues minutes à la recherche de son équilibre et de ses souvenirs. Et lorsqu'elle croise le miroir de la salle de bain, elle a le souffle coupé. Un massacre. Voilà ce qu'elle a fait à l'aide d'une simple paire de ciseaux. Elle s'effondre sur les toilettes pour soulager sa vessie. Une douleur violente lui arrache un cri. Et quand elle voit l'heure s'afficher sur le petit réveil, elle pousse un nouveau cri. Dans une demi-heure, elle attaque son service. Mais hors de question d'y aller dans cet état. Elle les appellera, prétextera n'importe quoi. Elle retourne dans sa chambre et réalise qu'elle a dormi dans les draps souillés par son bourreau. Une nausée subite lui retourne l'estomac et elle se précipite à nouveau vers les toilettes. À peine s'est-elle relevée qu'on frappe à la porte. Son cœur à l'agonie bondit dans sa poitrine. Non, c'est impossible, ça ne peut pas être lui. On frappe à nouveau, puis on entre. « Delphine ?» La voix de Kilia lui apporte un soulagement qu'elle n'espérait plus, presque de la joie. Elle quitte la salle de bain et s'avance vers son amie, qui ouvre de grands yeux. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle a les paupières gonflées, des hématomes sur tout le corps, et il ne reste pas grand-chose de ses cheveux. J'en avais marre de les avoir longs, prétend Delphine. Mais je me suis ratée. Kilia l'observe de longues secondes, dans un silence pesant. « Il faut que tu viennes, » dit-elle enfin. « J'ai besoin de toi. » Je ne suis pas en état.
soupire Delphine. S'il te plaît. Delphine réalise enfin que Kylia a l'air complètement perdue. Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-elle. Viens. Delphine enfile un jean et un t-shirt, puis descend au 3e. La porte est entr'ouverte, elle entre sans frapper. C'est là qu'elle voit Ayo, allongée sur le matelas. Ses paupières sont closes, ses bras croisés sur son ventre. Elle a rejoint ses ancêtres, murmure Kylia. Delphine s'agenouille près de la vieille dame, effleure son visage étrangement reposé. C'est arrivé quand? J'étais sortie faire une course, répond Kylia. Et quand je suis rentrée, je l'ai trouvée comme ça. Elle s'est laissée mourir, je crois. Elle avait décidé que c'était la fin. Delphine se relève et tombe dans les bras de son amie. Leurs larmes se mélangent. Leurs prières s'envolent jusqu'au ciel. Ça fait 2 heures qu'il s'acharne sur elle. 2 heures que Delphine prie pour que cesse son supplice. 2 heures que Delphine regrette de ne pas avoir sauté dans le vide lorsqu'elle avait 16 ans, lorsqu'il était encore temps. 2 heures que Delphine regrette d'être en vie. Si elle avait sauté, elle n'aurait jamais connu Maxence, n'aurait pas eu à le pleurer. Si elle avait sauté, elle n'aurait pas eu Théo, n'aurait pas à le protéger. Elle n'aurait pas connu Kylia et surtout, n'aurait jamais eu à affronter ce monstre. Subir ses assauts, sa violence, son mépris, encaisser les chocs et les insultes, attendre la prochaine blessure. Souffrir. Delphine est à genoux sur le parquet, gifle, coup. Il lui fait payer son affront, ce qu'elle a osé faire à ses cheveux. Il la pousse en avant, elle s'effondre sur le sol, puis il se place derrière elle et la pénètre avec brutalité. Delphine ferme les yeux. Quand elle les rouvre, elle voit Théo à l'entrée de la chambre. Pendant des heures, elle l'a cherché. Des heures à courir, à arpenter chacune des rues du quartier. Pas le temps de reprendre son souffle, de réfléchir, seulement une vague immense à l'écume de terreur qui balaye tout sur son passage. Théo a disparu. Après cette vision d'horreur, il s'est enfui. Delphine a hurlé son prénom, l'a supplié. Puis, sous le regard indifférent de Laurent, elle a enfilé les vêtements qui traînaient sur le sol et s'est jetée à la poursuite de son fils. Mais il avait tellement d'avance. La nuit est tombée. Delphine est rentrée. Appeler la police, répondre à leurs questions. Mon fils m'a vue avec un homme. Il n'était pas censé rentrer si tôt. Il ne savait pas que vous aviez un amant? Non, il ne le savait pas. Y a-t-il des endroits où il a coutume d'aller quand ça ne va pas? Quand ça ne va pas, c'est vers moi qu'il vient. Avez-vous appelé les parents de ses copains d'école? Oui, mais personne ne l'a vu. Personne ne sait où il est. Les flics sont partis. Des patrouilles sillonnent les environs à la recherche de Théo. Assise sur une chaise, Delphine se balance d'avant en arrière en se bouffant les doigts jusqu'au sang. Kylia la dévisage avec inquiétude et compassion. Il va revenir, dit-elle. Il va revenir, j'en suis sûre. Delphine secoue la tête. D'une main tremblante, elle allume une cigarette. La dernière du paquet. C'est ma faute, répète Delphine. Un disque rayé. La honte. L'angoisse. La culpabilité. Le point de rupture n'est pas loin. La blessure si profonde pourrait la couper en 2, l'achever. Ne jamais revoir Théo. On n'est pas mercredi, murmure Kylia. Comment ça se fait on a changé de jour? Invente Delphine. Putain, mais c'est pas vrai. Jamais il ne me pardonnera. Calme-toi. Delphine écrase sa cigarette et se lève d'un bond. Je retourne le chercher, décrète-t-elle en enfilant un gilet. Les policiers t'ont demandé de rester là, lui rappelle Kylia. Je m'en fous. Je viens avec toi. Non, toi tu restes là, et si jamais il revient, tu m'appelles sur mon portable. D'accord, soupire Kylia. Delphine descend l'escalier en courant, rate une marche,
chute lourdement en se tordant une cheville. Elle se relève, continue d'avancer, boostée par la peur. Le retrouver avant qu'il ne lui arrive malheur. Le retrouver et lui expliquer. Le serrer contre elle. Voilà tout ce qu'elle demande. Une fois dans la rue, elle ne sait pas où aller. Où chercher. Se faire pardonner, si jamais c'est possible. 23 heures. Elle n'a presque plus la force d'avancer. Kylian n'a pas appelé, Théo n'est pas rentré. Delphine s'effondre sur un banc et se laisse submerger par ses sanglots. Et si elle ne le retrouvait jamais? S'il faisait une mauvaise rencontre, une connerie? S'il était déjà mort? Mort, comme Maxence. Soudain, elle se remet debout et s'élance droit devant elle. Courir, malgré la fatigue, malgré l'angoisse et la douleur. Courir, jusqu'à l'épuisement s'il le faut. À bout de force, elle grimpe dans un bus. Après une demi-heure, elle arrive à destination. Ou presque. Il faut encore courir pendant environ 1 kilomètre. Enfin, le mur apparaît. À cette heure-là, le cimetière est fermé. Delphine cherche comment y pénétrer. Elle en est sûre. Théo s'est réfugié auprès de son père. Il a dû arriver avant la fermeture et s'y cacher. Le mur d'enceinte est bien trop haut, infranchissable. Alors Delphine prend son portable et appelle le lieutenant Murat, chargé de coordonner les recherches. Murat parvient à faire ouvrir la porte du cimetière. Delphine s'y précipite. Elle marche si vite que le lieutenant a du mal à la suivre dans les allées silencieuses. Lorsqu'ils approchent de la tombe, il devine un mouvement fugace, une présence. « Théo !» s'écrie Delphine. « Théo, c'est moi !» La silhouette prend la fuite. Le flic s'élance à sa poursuite. Exténuée, Delphine tombe à genoux. Le médecin lui a fait une piqûre de calmant. Théo s'est endormi. Delphine, assise près du lit, ne le quitte pas des yeux. Le lieutenant Murat a dû employer la force pour le ramener. Théo hurlait qu'il voulait rester avec son père, ne voulait plus jamais voir sa mère. Chacune de ses paroles, chacun de ses cris, était un poignard qui l'enfonçait dans le cœur de Delphine. Elle remonte le drap sur le corps de son fils, caresse son front plissé et laisse la lumière allumée. Puis elle rejoint le salon où l'attend la fidèle Kylia. « Comment il va ?»« Il dort, » murmure Delphine. « C'est bien. Et tu devrais faire pareil, parce que demain ça va être rude. »« Non, » répond Delphine, « si jamais il se réveille et s'en va. »« Je vais rester. J'ai l'habitude de ne pas dormir la nuit. Tu prends un comprimé et tu vas te coucher. Moi je ne bouge pas d'ici. S'il se lève, je m'en occupe. » Delphine dévisage son amie avec tendresse. « Merci. Merci pour tout. Tu crois qu'il me pardonnera ?»« Quand on aime, on pardonne, » répond Kylia. « Allez, va au lit maintenant. » Delphine l'embrasse sur la joue et se réfugie dans sa chambre. Elle avale un somnifère, vire son peignoir et s'effondre sur le matelas. Elle éteint la lumière, serre le gris-gris dans sa main droite. Elle aurait dû le garder contre son cœur, ça l'aurait peut-être protégé du diable. Quelques instants plus tard, elle sombre dans un profond sommeil, peuplé de rage et de cris. Théo est retourné au collège ce matin, 3 jours après sa fugue. Delphine a essayé de trouver les mots, les mensonges, les alibis. Son fils ne lui parle presque plus, mais a consenti à promettre de ne pas recommencer. Il ne lui a pas pardonné. Delphine le sait. Tout comme elle sait que cette image sordide le poursuivra longtemps. Toute sa vie sans doute. Voir sa mère à 4 pattes sur le sol, en train de se faire sauter par un inconnu, ça ne s'oublie pas. Ce matin, Delphine a repris le travail et a dû subir la colère de ses chefs pour ses absences répétées. Dernier avertissement. Subir. Encore et encore. Encaisser les coups et rester debout. Pour Théo. Pour Kylia. Parce qu'elle n'a pas le choix. En début d'après-midi, Delphine monte dans le bus et s'y endort. La fatigue ne la quitte plus, la colère non plus.
Lorsqu'elle arrive à son appartement, elle trouve Laurent sur le palier. Nouvelle épreuve. Rien que de revoir son visage est une souffrance. « Barre-toi », dit-elle, en guise de bonjour. « Ce n'est pas le contrat », rappelle Laurent. « Ma patience a des limites, tu sais. Tu veux te retrouver à la rue ? Ce serait con que ton fils ait à subir ça, tu ne crois pas ? » Delphine ferme les yeux un instant et prend appui contre le mur. Laurent sort une clé de sa poche. La clé de son appartement. Ce fumier s'est gardé un double. Il pousse la porte et attend qu'elle y pénètre. « Va prendre une douche », ordonne-t-il. « Tu pues. Et ne traîne pas trop, qu'on ait fini avant que ton gosse se pointe cette fois. » Delphine s'enferme dans la salle de bain et se détaille dans le miroir de longues secondes. Elle ne se reconnaît plus. Qui est cette femme ? Cette esclave ? Comment a-t-elle pu en arriver là, tomber si bas ? Elle se déshabille, entre dans la baignoire. L'eau tiède ne lui procure aucun réconfort. C'est juste un passage obligé avant la séance de torture. Au bout de 5 minutes, Laurent frappe à la porte. « Magne-toi !» dit-il. Delphine ferme le robinet et attrape une serviette. Elle se sèche. Ne prend pas la peine de s'habiller. À quoi bon ? Elle sort de la pièce, cherche son persécuteur du regard. Il est assis dans la cuisine, en train de siroter un café. Dès qu'il la voit, nue et désarmée, son regard s'éclaire de 1000 feux. Les feux de l'enfer. Il vient tout contre elle, caresse son visage, dépose un baiser dans son cou. « Comment va-t-il » murmure-t-il. Surprise, Delphine ne répond pas immédiatement. « Mal », finit-elle par dire. « Je comprends », assure Laurent, en continuant à l'embrasser. Voir sa propre mère jouer les putains, ça fait mal. Très mal même. Il la plaque contre le plan de travail, l'oblige à s'y asseoir. « Je le sais parce que ma mère était comme toi », reprend-il. « Une traînée. J'ai eu si souvent envie de la tuer. » Lorsqu'il la prend, Delphine serre les dents et tourne la tête. Son regard se pose sur le couteau de cuisine. Là, à quelques centimètres. Explosion dans son crâne. Voile rouge devant ses yeux. Elle saisit l'arme, l'enfonce de toutes ses forces entre 2 côtes de son ennemi. Laurent recule, la dévisage, ébahi. Puis il saisit le manche du couteau, planté jusqu'à la garde dans son flanc. Il le retire dans un cri. Un flot de sang jaillit de la blessure. « Delphine! Il tombe à genoux, puis s'effondre complètement. Delphine reste figée un instant, dans la stupeur, avant de réaliser qu'elle vient de commettre un crime. Elle se met à trembler de la tête aux pieds, puis à hurler. Un hurlement tragique, éperdu, qui résonne dans tout l'immeuble. « Aide-moi » murmure Laurent. « Aide-moi, merde !» Il presse une main sur sa blessure. Son visage crispé par la douleur devient aussi pâle que celui d'un fantôme. La mort se lit déjà au fond de ses yeux. « Appelle Samu, Delphine !» Elle titube de quelques pas pour s'éloigner de l'homme qui rampe sur le sol. Son cerveau est paralysé, son cœur panique. Soudain la porte s'ouvre sur Kylia. Elle voit d'abord Delphine, nue, barbouillée de sang. Puis Laurent, qui se tord de douleur en appelant à l'aide. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» murmure Delphine. Je dois... Il faut que... Complètement désorientée, elle cherche son téléphone des yeux. Quand elle le trouve enfin, elle se jette dessus. Mais au moment où elle compose le numéro, Kylia le lui arrache des mains. « Non !» dit-elle. « Mais... » Kylia lui confisque le portable et le met dans sa poche. Puis elle saisit le couteau qui traîne par terre, nettoie le manche avec un torchon. Delphine, immobile, n'a aucune réaction. « À l'aide !»
murmure Laurent. Me laissez pas crever. D'accord, répond Kilia. Je vais t'aider. Le couteau à la main, elle se penche sur lui avant de lui enfoncer la lame en pleine poitrine. Elle retire le couteau, frappe à nouveau, 1 fois, 2 fois, 10 fois de suite. Geste lent, précis, mécanique. Delphine sent ses jambes la trahir et s'effondre sur le parquet. Elle plaque une main devant sa bouche pour juguler ses hurlements. Quelques soubresauts, quelques convulsions pathétiques. Mais Laurent refuse de mourir. Kilia l'observe en retenant son souffle. Au bout d'1 minute, il est toujours en vie. Alors Kilia s'assoit à califourchon sur lui et empoigne ses cheveux à 2 mains, puis elle lui tape la tête contre le carrelage, 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Arrête !» implore Delphine. « Arrête !» Kilia continue de frapper encore et encore. Delphine se bouche les oreilles, ferme les yeux et continue de hurler. « Non !» Quand ses paupières s'ouvrent, Laurent a rendu les armes. Son crâne, défoncé, baigne dans une mare de sang. Kilia s'avance vers son ami, l'attrape fermement par les épaules et la force à se redresser. Elle l'entraîne jusque dans la salle de bain. « Prends une douche !» ordonne-t-elle. « Non !» gémit Delphine. « Fais ce que je te dis, je m'occupe de tout, dépêche-toi !» Elle ferme la porte et retourne dans le salon. Elle s'effondre sur le petit sofa et regarde ses mains, pleines de sang. « Racontez-moi ce qui s'est passé. »« Je vous ai déjà raconté. »« Eh bien, recommencez, » ordonne le capitaine. « J'ai entendu mon amie Delphine crier. Hurler, même. Alors je suis montée et j'ai trouvé Laurent avec elle, dans la cuisine. Il était en train de la violer. »« Continuez, » enjoint le flic. « J'ai pris le couteau et je l'ai tué. Je l'ai tué. » Delphine s'assoit sur la chaise en bois, pose le gros sac à ses pieds et patiente. Quelques minutes plus tard, Kilia arrive, accompagnée d'une gardienne. La porte du parloir se referme et les 2 femmes s'embrassent. « Comment tu vas ?» s'enquiert Delphine. « Ça va », assure Kilia. « Et toi ?»« Pareil. Je t'ai apporté du linge propre et quelques livres en anglais. »« Merci, ma chérie. » Elle reste silencieuse un moment, à lire dans les yeux de l'autre. « Votre amie, Delphine, vous a-t-elle aidé à tuer Monsieur Dubois ?»« Non. Elle a même essayé de m'en empêcher, de m'arrêter. »« Elle vous a regardé faire sans intervenir, c'est bien ça ?»« Non, elle a essayé de m'arrêter, je vous dis. Mais elle n'avait plus de force. Il lui avait fait tant de mal qu'elle n'avait plus de force. »« Et Théo, il va comment ?» interroge Kilia. « Ça peut aller. Tu sais qu'il va avoir 15 ans la semaine prochaine ?» Comme le temps passe. Kilia a été condamnée à 14 ans de réclusion criminelle. Pas de préméditation et quelques circonstances atténuantes. À la fin de sa peine, elle sera expulsée de France et contrainte de retourner dans son pays natal. « Et ce nouvel appartement ?» reprend Kilia. « Tu t'y plais ?»« Oui », prétend Delphine en se forçant à sourire. Un 2 pièces, au 10e étage d'une tour HLM. Mieux que rien, et payé en partie par la CAF. C'est être lumineux, et puis c'est calme aussi. Mais loin de ton travail, non? Pas grave, je prends le bus. Je prends le bus pour quitter ce quartier malfamé et rejoindre mon boulot de merde, pourrait-elle ajouter. Pourtant, face à Kilia, elle ne se plaint pas. Au contraire, elle embellit tout, invente des petits bonheurs quotidiens, raconte quelques anecdotes du dehors, l'aidant ainsi à franchir les murs et les barbelés 1 fois par semaine. Elle évite de lui dire que, chaque soir, Théo s'enferme dans sa chambre et ne lui parle presque plus. Que quelque chose s'est brisé entre eux,
et que le fossé se creuse chaque jour un peu plus. Elle oublie de lui dire que son fils ne lui a jamais pardonné, qu'elle déteste son nouvel appartement autant que son travail. Elle oublie de lui dire qu'à chaque seconde, elle sent la culpabilité ronger un peu plus son âme, qu'à chaque instant, elle se demande comment elle pourra rembourser sa dette. Immense. C'est moi qui l'ai tué, répète inlassablement Kilia. Moi seul. Vous ne l'avez pas tué, vous l'avez massacré, rectifie le capitaine. Pourquoi un tel acharnement? Parce que cet homme, c'était le diable. Dans le parloir numéro 3 de la prison pour femmes, Delphine et Kilia partagent des souvenirs, des sourires et de longs silences. De longs silences pour se dire que leur amitié est éternelle, que le lien qui les unit est infrangible. Qu'aucun mur, aucune grille, aucune porte ne pourra jamais les séparer. De longs silences. Car ce qui compte, ce ne sont pas les mots, ce sont les actes.